Alors, por poser, primera pregunta que te quiero hacer para avanzar el debate... Perdón, yo antes de que digas la primera pregunta, me siento un poco como una estrella en Cannes, ¿no? Porque Je me sens un peu comme la star à Cannes. Gracias. Et nous sommes Cannes. Esto es mejor que Cannes todavía, claro. C'est encore mieux que Cannes. Attention, tu vas devoir revenir l'année prochaine. Yo me declaro ya desde el año pasado, pero este año todavía más, me declaro un incondicional y un enamorado de esta ciudad y de su festival español. Gracias por el calor, por el cariño y sobre todo por esta respuesta que habéis tenido con la película, que a mí me ha emocionado muchísimo, sinceramente, y la trasladaré al equipo de la película. Muchas gracias. Depuis l'année dernière et encore plus cette année, je suis un amoureux conditionnel de cette ville et de ce festival, vraiment. Et je voudrais surtout remercier la chaleur avec laquelle a été reçue et la tendresse avec laquelle ont été reçus donc le film, parce que j'ai assisté justement donc à la séance et je passerai le message justement à l'équipe pour leur dire combien ça vous a plu. Y siento mucho, no soy Iciar Bollaín, no soy Paul Laverty, no me siento tan autorizado a hablar de esta película ni desde la escritura ni desde la dirección. Los actores somos meras piezas de este puzzle que es una película, pero intentaré contestar y responder a las preguntas o las curiosidades que se planteen esta noche aquí. Je ne suis pas Paul Laverty ni Iciar Bollaín, donc la réalisatrice et le scénariste de ce film. Je ne suis qu'une pièce à portée du film, l'acteur, mais je me sens peut-être pas complètement autorisée de parler du film, en tout cas de l'écriture et de son tournage, mais bon, j'essaierai de répondre le plus honnêtement possible à vos questions. Alors justement, tout à l'heure, je parlais que Javier avait attrapé le virus nantais, et il vient même de nous prouver que cet attachement à Nantes, on se manque de passage. Non, el virus nantes, de Nantes. Está inoculado ya. Exactamente. Voilà. Je reviens à la première question, voilà la première pregunta. Justement, avant de parler de ce film, donc de Le Lié, juste un petit mot sur le dernier film, donc La Isla Mínima, qui pour toi était une étape très importante, une étape importante en tu carrière. Una pregunta sobre la Isla Mínima. Comment gères-tu l'après succès de ce film et de la Isla Mínima. Voilà, de la Isla Mínima. Et passer à un film aussi différent comme celui de... Pasar a otra película tan diferente. Et un rôle aussi différent comme celui-ci, parce que c'était deux rôles. Comment tu as géré ça, ce mouvement? La Isla Mínima a été monumentale pour toi, c'était un succès absolu. Comment après peut-on gérer une carrière et surtout passer à ce genre de film beaucoup plus intimiste? Bueno, los actores, nuestro oficio, nuestra profesión consiste precisamente en eso, en ponernos trajes, ¿no? Y estar al servicio de una historia. O sea que a mí cuando me llegan guiones como el de La Isla Mínima, a las órdenes de directores de la talla de Alberto Rodríguez, o este guión de Paul Laverty que dirige Iciar Bollaín, y un guión tan espléndido, con personajes tan potentes, pues uno tiene que estar a la altura. Pero ¿cómo se pasa de uno a otro? Pues sencillamente creyendo mucho en lo que está escrito, porque los actores, yo siempre digo que somos líneas, y dotamos esas líneas de carne y de alma, pero sobre todo para mí lo más importante es lo que está escrito, y cuando tienes personajes de esta hondura, pues es mucho más sencillo, ¿no? Y estar a la vez, como decía antes, dirigidos por directores o directoras de la talla de Bollaín o de Rodríguez. Si quieres traducir esto, pues si no va a ser muy largo todo mi speech. Mais c'est un peu notre travail, nous, en tant qu'acteurs, justement, de nous mettre des costumes différents à chaque fois et d'être au service de l'histoire. Et c'est vrai que quand on travaille avec des réalisateurs aussi fantastiques que celui de La Isla Mínima, ou alors qu'on a un scénario entre les mains de Paul Laverty, un scénario magnifique, avec des personnages puissants, et ben, il faut être à la hauteur de ce challenge. Et ce que l'on fait surtout, c'est croire en l'histoire et en ce qui a été écrit.
Et je dis toujours qu'on est d'abord des lignes écrites sur une page blanche, et que finalement ce qu'on essaie d'y apporter, c'est la chair et l'âme. Et donc voilà, finalement c'est simple, et à la fois c'est un honneur d'être dirigé par des réalisateurs de cette puissance-là. Y respecto a cómo recibe uno elogios o reconocimientos cuando hace un buen trabajo, como el de La Isla Mínima, que en mi caso, y no solo en mi caso, la película recibió 10 Goyas, y allá donde la hemos presentado, fuera de España, en todos los países ha funcionado. En Francia, de hecho, cosechó muy buenas críticas, y yo creo que ha sido la película más vista después de las pelis de Almodóvar española. Eso, sí, eso me dijeron. Entonces, bueno, pues para quien no lo sepa, los actores somos muy tímidos, la mayoría. Yo conozco a pocos actores que no sean tímidos, y somos de material muy sensible, somos muy frágiles. Yo siempre creo que nunca voy a estar a la altura de los personajes ni de las películas o de los guiones que me presentan. Entonces siempre es como un examen, ¿no? Y cuando recibí el guión de La Isla Mínima, sabía que tenía algo muy, muy potente entre las manos, de muchísima calidad, que podíamos hacer una gran película, y por eso me hacía estar todavía más asustado. Entonces, cuando uno recibe la catarata de premios, de elogios, de reconocimientos, te quedas un poco en estado de shock. Yo recuerdo cuando recibí la noticia de la Concha de Oro, que quiso darme la noticia Alberto Rodríguez, me puse a llorar en una cafetería, como un niño, y digo, ¿y después de esto qué? ¿Qué más puede pasar después de un reconocimiento como este, de una película como esta, ¿no? Pero creo que es muy, muy importante tener los pies en el suelo y no creerse absolutamente nada, y pensar que cada nuevo trabajo, cada nuevo personaje al que te enfrentas, hay que mirarlo a los ojos e intentar estar a la altura siempre de lo que te proponen, ¿no? Y no es fácil, la verdad que no es fácil. C'est vrai que, donc, à propos des éloges... Si hablo mucho, tú me das un codazo. Te voy a dar mientras pueda apuntar. Et donc, pour ce qui est des éloges et de la reconnaissance qu'a eu justement ce film, La Isla Mínima, qui a quand même reçu 10 Goya, il faut le dire, et qui, en dehors de l'Espagne, et notamment en France, a eu beaucoup de bonnes critiques. J'ai appris que ça a été le film le plus vu après ceux de Almodóvar, par exemple. C'est vrai que, bon, voilà, un acteur finalement est toujours timide. Je connais très peu d'acteurs qui ne le soient pas. Et on a un matériel assez fragile, et jamais je ne pense que je vais être à la hauteur de ce qu'on me propose, des scénarios, du personnage, et à chaque fois je passe comme un examen, c'est vrai. Et quand j'ai reçu, donc j'avais entre les mains le scénario de La Isla Mínima, j'ai vraiment tout de suite senti que j'avais quelque chose de très puissant entre les mains, et j'étais très effrayée finalement. Je me demandais, est-ce que j'allais vraiment être à la hauteur ? Et en fait, ça a été un choc quand j'ai su qu'on a reçu la coquille d'or à San Sebastián, la Concha de Oro. Alberto Rodríguez, c'est lui-même qui me l'a annoncé, et j'ai pleuré dans la cafétéria où j'ai su ça, j'ai pleuré. Je n'ai pas pu l'éviter tellement c'était pour moi un choc. Et je me suis dit, après ça, qu'est-ce qui va se passer? Mais finalement, ce qui se passe, c'est qu'il faut garder les pieds sur terre et se confronter à chaque travail, à chaque personnage avec humilité et le regarder dans les yeux. Et surtout, être à la hauteur. Para que veáis lo difícil que es el trabajo del actor, por ejemplo, Alberto Rodríguez en La Isla Mínima ensayamos la película como si fuese una obra de teatro. Un mes muy largo, en el que quería ensayar absolutamente todas las escenas. Y esta película de Itziar Bollaín, a Itziar me da la sensación de que, igual ella me escucha y me da un capón, pero me da la sensación que no le gusta ensayar. Le gusta mantener una frescura, una cosa viva, y ella tiene muy clara la película en la cabeza, por dónde va cada personaje, y con escucharte en una lectura o en dos, para ella es suficiente. Entonces, por un lado, tienes demasiada información en la película de Alberto Rodríguez. Pongo estos dos ejemplos porque son las películas que seguramente habréis visto aquí. Tienes demasiada información como actor del personaje y de la historia, una película como la de Alberto Rodríguez, y no tienes información, obviamente, en una película como El Olivo, pero estás más inseguro, estás ahí
hay menos asideros a la hora de enfrentarte al personaje en una película como la de Itziar. Por eso digo que a nuestra fragilidad o a nuestra forma de trabajar le sumas muchas veces la forma de trabajar del director, que no siempre es la que uno espera o es la idónea, o no siempre hay una negociación por las dos partes igual, ¿no? Aunque es maravilloso trabajar con Itziar y con Alberto Rodríguez, ojalá me llamen para todas sus películas. Et c'est toujours un peu, à chaque fois différent finalement selon le réalisateur. Par exemple, avec Alberto Rodríguez, on a répété pendant un mois. Il voulait que ça soit comme pour une pièce de théâtre, c'est-à-dire qu'on a répété toutes les séquences, toutes les scènes. Alors qu'avec Itziar, c'était différent parce qu'elle n'aime pas, j'ai l'impression en tout cas, qu'elle n'aime pas les répétitions. Et elle préfère garder la fraîcheur, le côté vivant de l'acteur, parce qu'elle a les choses très claires dans sa tête, et avec une lecture ou deux, elle sait déjà si l'acteur a compris ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut exactement. Donc voilà, d'un côté il y avait beaucoup d'informations avec Alberto Rodríguez, puisqu'on a tellement répété, et d'un autre côté il n'y en avait pas beaucoup. Et donc on se sent dans ces cas-là un peu plus effrayé et un peu moins sûr de soi. Mais bon, c'est cette fragilité qu'il faut garder, et en plus à ça, il faut ajouter le fait que voilà, chaque directeur a sa façon de travailler, que des fois pour nous c'est compliqué parce que c'est peut-être pas celle qui nous est vraiment adéquate, disons, et qu'il y a toujours une négociation aussi dans ce travail-là, à savoir exactement ce que le directeur, le réalisateur a dans la tête. Mais bon, finalement, ça a été un grand moment de travailler avec ces deux grands réalisateurs. Y luego está el caso de Alex de la Iglesia, al que muchos conoceréis, que te pide cosas rarísimas que tú no entiendes, pero como sabes que tiene la cabeza, la película en toda la cabeza, te fías y realmente luego te das cuenta de que es un auténtico genio. Et il y a d'autres cas, comme Alex de la Iglesia, que vous connaissez tous ici aussi, qui vous demandent de faire des choses très bizarres, que vous ne comprenez pas spécialement, mais comme vous savez qu'il a le film dans la tête, vous lui faites confiance, et vous vous rendez compte après que c'est un vrai génie. On peut parler maintenant du film de ce soir, Pilar. Qué miedo me da Pilar, por Dios. Non. Je pense que les acteurs, on est très timides aussi. Même je n'ai pas l'air. Ellos también son tímidos, ¿sabes? Como los actores. Bon, c'est une question naïve. Una pregunta ingenua. Ingenua. Toi, du point de vue de ton rôle d'acteur, l'Olivier, Como actor, l'Olivier, la ce película personnage qui s'appelle Alma, tu as parlé aussi de Alma. Has hablado antes del alma, también del actor. Qu'est-ce que c'est pour toi, l'Olivier? ¿Qué es para ti el cuento? olivo? ¿Un cuento? Una métaphore? ¿Una metáfora? Qu'est-ce que c'est pour toi? ¿Qué es para Me ti? parece una fábula, me parece una fábula muy bien contada, pero sobre todo me parece una película necesaria en los tiempos que corren, y más en nuestro país, del que muchos ciudadanos españoles, por desgracia, nos avergonzamos en este momento, por los gobernantes que tenemos, por los casos de corrupción y hasta dónde nos han llevado, ¿no? El personaje de Alcachofa, que yo interpreto en la película, es un claro ejemplo de un trabajador que en el boom inmobiliario pues tenía una pequeña empresa en la que tenía camiones, vivía de una forma digna, y que de repente se siente estafado, y todo eso desaparece por arte de Birli Birloque, como a tantos otros españoles, ¿no? Y lo que es el olivo al que arrancan sus raíces, pues es una metáfora de lo que le ha pasado a muchos españoles, ¿no? Que les han arrancado sus sueños, y por eso tenemos que luchar, como hace el personaje de Alma, y ser inconformistas y soñadores, ¿por qué no? Yo creo que ahora hay un momento en nuestro país también de ensoñación, de creer en un mundo mejor, en un mundo más justo para todos. Por eso han emergido nuevos partidos y nuevas corrientes que le plantan cara al bipartidismo, a la política de siempre. Je pense que c'est un film qui est vraiment nécessaire pour les temps qui courent en ce moment, surtout en Espagne, parce qu'on a quand même une certaine
certaine honte à avoir ce genre de dirigeants au gouvernement et avec toute cette corruption aussi qu'on découvre chaque jour. Et le personnage que j'interprète justement, Alcachofa, est un travailleur qui a, au moment du boom immobilier, eh bien, avait son entreprise, une petite entreprise de camions qui vivait dignement et qui finalement a été trompé par le système ambiant finalement et qui s'est retrouvé sur la paille. Évidemment, le fait que c'est un symbole, cet olivier dont on arrache les racines, c'est un petit peu ce qui a été fait en Espagne à ce moment-là, c'est arracher tous les rêves qu'on pouvait avoir. Et je crois que la seule solution, c'est de lutter comme le fait Alma, parce que il faut rêver encore, rêver d'un monde meilleur, d'un monde plus juste, et il ne faut pas juste rêver, mais en tout cas agir aussi pour cela, parce que ça peut exister. Et notamment, il y a en Espagne de nouveaux partis, de nouveaux courants qui existent maintenant et qui s'affrontent justement au bipartisme, au traditionnel système politique des deux partis. Juste une question plus large, et ensuite je suis sûre que vous allez avoir d'autres idées. L'Olivier, dans ce monde dont on a parlé tout à l'heure à la Cauche, me rencontre autour de deux documentaires qui parlaient des murs et de la question actuellement de lever des murs. Est-ce que l'Olivier n'est pas un autre symbole qui représenterait d'autres formes d'identité? Bueno, de recuperar la identidad, ¿no? Lo que hablaba antes de las raíces, ¿no? Y no solo de las raíces de la tierra, de tu familia, de tu pueblo. En ese sentido, Itziar Bollain dice una cosa muy bonita, que es que debemos de cuidar nuestro paisaje, porque nuestro paisaje en definitiva somos nosotros mismos. Entonces, la película habla desde lo local, y lo local sabemos que llega a lo universal, ¿no? Trasciende mucho más. Pero bueno, sí, además me parece muy acertada la programación que hacéis, ¿no? Creo que este documental de Muros, que por desgracia no he visto, pero esta película del Olivo, os recomiendo, porque es de las películas que a mí más me han emocionado este año, Techo y Comida, que habla de la realidad, de la triste realidad que asola a muchas familias en muchas ciudades en España, de la exclusión social. Y es que hay vallas y muros que no vemos, pero que están ahí al lado, en nuestro barrio, en nuestro edificio, en nuestra familia. La crisis en nuestro país ha golpeado, ¿y de qué manera? Yo el Olivo la he visto por segunda vez, pero estoy seguro que la voy a ver media docena de veces y me voy a seguir emocionando, porque hay personajes muy reconocibles que todos tenemos en nuestra familia o muy cercanas en nuestra sociedad. Oui, c'est aussi le symbole de récupérer l'identité. C'est pas juste les racines d'un arbre et donc d'une terre, mais aussi d'un peuple, d'un village, des gens avec lesquels on vit ou de nos racines familiales. Ici, il y a une chose très belle qu'elle dit, c'est qu'il faut qu'on fasse attention à nos paysages, parce que nos paysages, ce sont nous-mêmes. Et elle parle donc à travers quelque chose de local, finalement d'universel, parce que le local est toujours transcendé vers l'universel. Je trouve qu'il y a une programmation ici très intéressante justement à ce sujet, avec Walls, avec El Olivo, et avec aussi toi et le gîte et le couvert. Le gîte et le couvert, voilà, c'est comme ça. C'est pas mal, je trouve. Et donc qui montre une réalité urbaine de l'exclusion sociale. Ce sont des murs qui en fait sont autour de nous, mais qu'on ne voit pas, mais qui existent et qui sont là dans notre travail aussi, dans notre famille. Et je crois que El Olivo, le film, je l'ai déjà vu 2 fois et je pense que je vais encore aller le voir plusieurs fois et que je vais être émue autant à chaque fois, parce que j'ai l'impression de reconnaître à travers ces personnages qui sont dans le film
des personnes qui nous sont proches, autant de la famille que des voisins ou que des gens autour de nous. Et que des fois, on n'a pas ce regard comme ça, ce recul. Et c'est à travers un film qu'on arrive à le voir mieux. Donc, vous aurez la parole. Première question. La question que je vais poser est simple et s'adresserait peut-être en priorité à la réalisatrice du film, mais comme elle n'est pas là, je vais pourquoi avoir cassé la statue de la liberté? ¿Por qué haber roto la estatua de la libertad? Es una pregunta para Paul Laverty, el guionista. En vérité, c'est pour Paul Laverty, hein, la question, hein, le scénariste. Que es un auténtico abanderado del antisistema. Un abanderado del antisistema. D'accord, oui. Il est complètement antisystème. Sí ha sido polémico y estoy seguro que habrá sido toda una preocupación para los productores y distribuidores esa imagen. De hecho, hay alguna foto fija en la que se ve a mi personaje con la maza rompiendo el brazo de la Estatua de la Libertad con los edificios de Düsseldorf acristalados al fondo que parece Manhattan. Entonces creo que esa foto se ha eliminado directamente de la promoción de la película. Y estoy seguro que va a dar mucho que hablar esa parte de la Estatua de la Libertad, pero supongo que te la tendría que responder por Laverty, lo siento. C'est vrai que je pense que ça a été assez polémique, ce symbole, disons, et que ça a dû pas mal préoccuper autant la production que la distribution. Parce qu'il y avait d'ailleurs une photo du moment où j'étais avec donc la masse en train de casser le bras de cette statue de la liberté, avec en fond les habitations de Düsseldorf qui d'ailleurs ressemblent un peu à Manhattan. Et cette photo a disparu de la promotion des photos donc qu'on distribue à la presse. Et voilà, donc j'imagine que ça doit être pour quelque chose. Et en réalité, il faudrait vraiment poser la question à Paul Laverty. De hecho, hay preguntas que todavía están sin contestar. Yo lo primero que le pregunté a Iciar cuando leí el guión, dije, Iciar, ¿por qué mi personaje se llama Alcachofa? No entiendo por qué se llama Alcachofa, pero porque tiene un huerto, porque le gustan las alcachofas. Y me miró un largo rato, se rió y me dijo, pregúntale a Paul, pero le debe hacer gracia el nombre de Alcachofa, porque yo tampoco le encuentro ningún sentido. D'ailleurs, il y a d'autres questions comme ça qui restent sans réponse, comme par exemple, j'ai demandé un jour à Iciar, mais pourquoi mon personnage s'appelle Alcachofa? Et elle lui a, parce que pourquoi oui, artichaut, oui c'est vrai, je pourrais le traduire, artichaut, excusez-moi. Et il lui a demandé pourquoi, c'est parce qu'il a un verger, parce qu'il aime bien les artichauts, et elle m'a répondu, bah, tu devrais demander ça à Paul Laverty parce que je ne sais pas spécialement. Et j'imagine que le nom lui a plu, et voilà, et du coup il l'a utilisé. Mais j'en sais pas plus. Bonsoir. J'aurais une question sur la langue utilisée dans le film, puisque ça se passe dans les environs de Valence, je crois. Donc tout le film est en castillan. Et il y a un moment, je crois que la chanson est en valencien ou en catalan. Je voudrais savoir par rapport au réalisme si c'est un choix et comment vous avez choisi de mettre du valencien uniquement dans cette chanson. La película está ambientada en un pueblo de Castellón, San Mateu. Castellón tiene la mayor o una de las mayores concentraciones de olivos milenarios en el mundo. De hecho, en los 80 hubo un auténtico, y 90 hubo un auténtico expolio, como se cuenta en la película, de olivos milenarios que intentaron trasplantarse, pues la mayoría mueren antes de trasplantarlos. Desde China a Italia, Francia, en Madrid, lo cuenta en la película además, hay un banco que tiene 200 olivos milenarios, que es una barbaridad. Y allí ya está prohibido, pero en lugares como Cataluña y Extremadura se sigue haciendo. Y sí, se utiliza esa canción, pero se canta, yo creo que es más catalán que valenciano, porque la actriz Ana Castillo, la actriz principal, la que interpreta a Alma, es catalana.
Bueno, a todo esto hay que decir una cosa, yo no sé si os habrá sorprendido, pero a mí me ha sorprendido gratísimamente. El actor que interpreta al abuelo no es actor, es un agricultor de la zona. Itziar quería un hombre para el abuelo que tuviese una mirada particular, una piel curtida, unas manos de labrador, de hombre que trabajase el campo. E hizo un casting muy exhaustivo y apareció este hombre, que es un regalo para la película, es un auténtico regalo. Este hombre no ha leído el guión. Yo creo que cuando vea la película se va a dar un sorpresón de su vida. No ha leído el guión y Itziar inteligentemente le iba contando lo que tenía que hacer en cada momento. De hecho, las secuencias de los flashbacks, donde está con la nieta pequeña, son auténticas improvisaciones, no hay texto. Se nota además que está todo muy fresco, es muy libre, es muy... ella coloca la cámara y a ver qué ocurre, ¿no? Y ocurren cosas maravillosas. También supongo que habrá sido un trabajo arduo de montaje. Pero por eso a mí me fascina el mundo de Itziar, porque es tan valiente que decide poner a un actor no profesional a riesgo de que la película se caiga, porque es un personaje principal en la historia. Y es uno de los grandes hallazgos para mí en la película. Manuel Cucala se llama el actor. Le film a été tourné autour de Castellón, dans ce coin-là, et c'est vrai que c'est là où il y a le plus de concentration d'oliviers millénaires. Mais dans les années 90, il y a eu vraiment toute comment dire ça, une entreprise, enfin, ils ont vendu beaucoup d'oliviers justement pour les transplanter ailleurs. Ce sont des grandes entreprises. Ce que raconte le film finalement, ça s'est vraiment passé. Et il y a des oliviers qui se sont retrouvés en Chine, en France, en Italie, à Madrid aussi. Il y a un banque qui a 200 oliviers comme ça. Donc c'est quelque chose qui maintenant est interdit dans cette région-là et qui continue de se faire en Catalogne et en Extremadure. Donc, et pour ce qui est de la chanson, je crois que c'est plutôt en catalan parce que l'actrice principale est d'origine catalane. Mais je voudrais raconter surtout que ce qui m'a le plus surpris dans ce film, c'est le choix de l'acteur pour le grand-père. Il n'est pas acteur. C'est un agriculteur de la zone, de cet endroit-là. Et en fait, Itziar voulait quelqu'un qui soit un vrai agriculteur, c'est-à-dire avec vraiment un regard spécifique, avec une peau très marquée, avec des mains vraiment de travailleurs de la terre. Et elle a fait un énorme casting pour pouvoir le trouver, et je pense qu'elle a trouvé vraiment le cadeau du film, parce que c'est quelqu'un qui donne énormément de réalité aussi à ce film. Il n'a pas lu le scénario, et en fait, Itziar, ce qu'elle faisait, c'était qu'elle lui racontait au fur et à mesure ce qu'il devait faire. Et notamment pour les flashbacks, c'était de l'improvisation totale, il n'y avait pas de texte donc elle lui disait simplement ce qu'il devait faire, et on le sent, ça c'est très frais, c'est très libre comme interprétation, et j'imagine que ça a été dur après à monter, mais en tout cas ça donne vraiment cette sincérité aussi. Et le monde d'Itziar, est quelque chose de très particulier, parce que je trouve qu'elle est très courageuse de justement choisir un acteur non professionnel pour un rôle aussi important que celui du grand-père, et je pense que c'est une grande trouvaille, cet homme-là, pour le film. Alors, une autre question. Des questions? Oui, au fond. Au fond là-bas. Bonsoir. J'ai beaucoup aimé ce film. J'ai juste une question. Est-ce que vous avez replanté cet arbre après le film? Est-ce que vous avez replanté, c'est ça? Si has plantado de nuevo el árbol después de la película. Interesante pregunta. Très intéressant comme question. El árbol, como comprenderéis, es un árbol de mentira, no se arrancó. Es un árbol hecho a medida. Yo creo que es uno de los agujeros de la producción, porque habrá costado un dineral, y es un árbol que se hizo, no sé si en Holanda, pero es un árbol que se ha hecho, es profeso para la película, y el árbol verdadero, por supuesto, está intacto en ese campo de Castellón. En fait, c'est
un arbre... Perdón, que se habrá convertido en una auténtica estrella en breve. Desde luego, sí, sí, sí. C'est un arbre, un faux arbre, parce que le vrai évidemment n'a pas été arraché, ça a été un arbre fait sur mesure pour le film. D'ailleurs j'imagine que ça a été un trou économique pour le film, il a dû coûter très cher, je crois qu'il a été fait en Hollande d'ailleurs. Et c'est vrai que j'imagine même que depuis cet arbre, il doit être la star locale, parce qu'il est toujours donc évidemment à Castellón. Tengo muchas ganas Vamos a hacer un estreno en el pueblo. El pueblo es un pueblo donde se rodó, creo que de 1200 habitantes, San Mateu se llama el pueblo. Y vamos a hacer un estreno en breve, a finales de abril. Y estoy nervioso por ver la reacción del pueblo. Yo creo que van a quedarse ojipláticos. El abuelo yo creo que se puede morir después de la... Ojalá que dure 90 años más, pero se puede morir al día siguiente. On va faire bientôt une présentation du film dans ce village qui s'appelle San Mateo et qui a, je crois, 1200 habitants donc, à la fin du mois d'avril. Et j'ai vraiment hâte de voir la réaction de ce public-là particulier, justement. Le grand-père, je ne sais pas, il va mourir en voyant le film tellement ça va être un choc pour lui. J'espère que non. Des questions? Sois más tímidos que los actores. Vous êtes encore plus timide que les acteurs, dites-moi. Es una pregunta no solo de lo digo. Antes has hablado de que has trabajado con muchos directores. ¿Qué es lo que lanza a un actor reconocido y conocido como tú a lanzarse en una ópera prima como El Desconocido? Vous avez dit donc avant que vous avez travaillé avec beaucoup de réalisateurs, et qu'est-ce qui fait qu'un acteur aussi connu que vous, donc qui a beaucoup travaillé, se lance finalement dans un film, un premier film d'un réalisateur donc il ne connaît pas? Primero la historia. Yo no miro tanto la filmografía de los directores, sino que me interesan las historias que cuentan. Y la historia era muy potente, y yo tuve una entrevista con él en la que me contagió su entusiasmo y me habló del proyecto con una energía tan particular y lo tenía tan claro que a eso le sumabas el hecho de poder trabajar con Luis Tosar, que es uno de los grandes actores de nuestro país. Entonces todo fue muy sencillo en ese sentido, y luego es un tipo, Daniel Latorre, para quien no haya visto la película, El Desconocido, que se presenta aquí también en la sección de óperas primas. Es un trabajo que aúna lo comercial con cierta autoría, en fin, es una película que ha funcionado muy bien en España y que para ser un primer trabajo la verdad es que es una muy buena carta de presentación. Pero sobre todo a mí me contaminan las historias, y cuando hay una buena historia y un buen personaje que defender, pues me lanzo de cabeza y me da igual el número de películas que haya hecho. Yo de hecho soy un actor que trabaja mucho en cortos porque me parece que también hay que ayudar a la gente que empieza, y todos hemos empezado alguna vez, y creo que en ese sentido hay que estar al lado de la gente que empieza y tiene la osadía además de llamar a gente que igual está en otro nivel, o ellos piensan que están en otro nivel, ¿no? Hay muchos directores que no se atreven a llamar a actores que trabajamos de una forma sistemática o creen que tenemos cierto nombre o lo que sea por miedo a decir que no, y yo siempre les animo a que llamen al primero de la lista que tienen en su cabeza, actrices, actores, y de ahí para abajo. Tout d'abord, moi, c'est l'histoire qui compte pour moi. Et je ne regarde pas la filmographie qu'a pu avoir le réalisateur. Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire qu'il raconte. Et avec ce réalisateur, eh bien, l'histoire m'intéresse énormément, et quand je l'ai rencontré, eh bien, son enthousiasme ça a été une vraie contagion.
il avait les idées très claires. C'était pour donc l'inconnu qui passe ici aussi dans le festival. Et en plus, j'allais travailler avec Luis Tosar, qui est quand même un des plus grands acteurs espagnols, donc c'était un vrai plaisir. Dani Latorre, donc le réalisateur, c'est quelqu'un vraiment qui a fait un très bon premier film, parce qu'il associe autant le côté commercial que auteur dans ce film. Il a su mélanger les deux, et c'est un film qui a très très bien fonctionné en Espagne. C'est une très bonne carte de visite. Et c'est une bonne histoire et un très bon personnage que j'ai pu défendre. Et c'est ça qui me fait décider de travailler avec un réalisateur que je connaisse ou pas sa filmographie. D'ailleurs, je fais beaucoup de courts-métrages, parce que je trouve qu'il faut aider les gens qui commencent, parce qu'on a tous commencé un jour. Et il y a des jeunes qui, justement, osent appeler des acteurs qui sont plus connus. Et je trouve que c'est une très bonne chose, parce qu'il y en a certains qui n'osent pas, et c'est dommage, ils se sont sur eux-mêmes, parce que moi je les invite à toujours appeler le premier qui sont sur la liste, même si c'est quelqu'un de très connu. Il faut oser, on ne sait jamais. Et moi en tout cas j'accepte, selon l'histoire évidemment. Autre question? Oui. Ça y est, ça y est. Oui, bonjour et félicitations. Nous sommes régalés sur tous les films que nous avons vus. Je voulais poser une question à propos de Truman, que j'ai pu voir, vous allez voir. Et je voulais vous demander la scène que vous avez dans Truman, qui est un régal. Comment avez-vous vécu ce travail avec Javier Cámara et Carlos Darín, qui sont quand même une pointure? Que son también actores grandísimos. Parece que trabajo en todas las películas del festival. On dirait que je suis dans tous les films du festival. En réalité, le thème de cette année, c'était autour de Javier. On ne voulait pas le dire. Muchísimas gracias por haberte fijado en esa secuencia. No es fácil trabajar al lado de... Primero, no es fácil para un actor entrar en una película en la que uno tiene una secuencia, o en una serie de televisión en la que uno tiene un personaje episódico, y más al lado de dos monstruos como Cámara y Darín y Cámara. Tenían una complicidad muy especial, y era muy difícil meter ahí baza, ¿no? Y además era una secuencia de 4 o 5 páginas. Yo estaba muy preocupado porque mi personaje no paraba de hablar, y ellos hacen un ejercicio de escucha. Entonces estar al lado de estos dos hablando sin parar en una secuencia es muy difícil, muy difícil. Sobre todo porque antes estaban tan relajados ese día. Yo recuerdo un día complicado porque era en una funeraria donde rodábamos, y la funeraria obviamente no cerró, con lo cual había gente desesperada enterrando a sus muertos, en fin. Era un poco delicado todo. Y yo tenía que hablarle a estos dos de las cenizas, de los ataúdes, Yo no entendía nada, la verdad. Entonces, por un lado, yo estaba intentando concentrarme al lado de ellos dos, que no paraban de contar anécdotas y reírse, porque claro, yo no tenía ninguna responsabilidad en cuanto al texto, recaía todo en mis manos, y por otro lado estaba alucinando un poco con el set. Veía gente llorando, yo quería concentrarme y no tenía ni dónde sentarme ni ningún sitio al que ir. Entonces, recuerdo que me costó mucho hacerla, pero me tranquilizó mucho Sesgay. Sesgay es otro de los descubrimientos, otro de los, no para el público, sino para mí como director, porque es la primera vez que trabajo con él, y es uno de los grandes directores, y un claro ejemplo es esta película de Truman, que trata el tema de la muerte con una delicadeza y una sensibilidad fuera de lugar. Pero bueno, lo guardo con muy buen recuerdo esa secuencia y ese trabajo, pero también fue algo muy marciano para mí, muy raro. Me alegra mucho que menciones esa secuencia, gracias. Merci justement de parler de cette séquence, parce que ça a été un moment pas vraiment facile, mais surtout dans le sens où c'est pas facile de rentrer dans un film quand on a juste une séquence. Et comme par exemple dans une série télé aussi, on a juste un personnage dans un épisode. Parce qu'évidemment, tous les acteurs se connaissent, il y a une complicité, notamment c'était le cas avec Darín et Cámara.
Et donc de rentrer là-dedans et de s'imposer, c'est pas toujours évident. Moi en plus c'était un personnage donc, avec qui il y avait une séquence de 4 à 5 pages et je n'arrête pas de parler. Et eux écoutent. Voilà, c'était ce qu'ils devaient faire dans la séquence. Et ça, c'est d'autant plus difficile de se dire que ces deux grands acteurs sont là juste à vous écouter. Et que moi, je devais ne pas arrêter de parler. C'était vraiment difficile pour moi. J'étais pas rassurée. Et alors que eux étaient vraiment très, très cool, en train de raconter des anecdotes sans arrêt, donc il fallait que j'arrive à me concentrer dans cette ambiance-là. Et une ambiance qui d'ailleurs était particulière, parce que ça se tournait dans un crématorium, et qui finalement, évidemment, n'a pas fermé pour la séquence, enfin pour le tournage. Et donc, à côté, il y avait des gens qui étaient en train de pleurer, désespérés, en train d'enterrer leurs morts. Et moi, je devais parler de cendres, de cercueil, enfin bon, c'était quand même assez spécial. Et pour se concentrer, c'était pas facile parce que c'était même pas un endroit pour moi pour m'isoler un petit peu parce que j'avais tout ce monde autour de moi. Mais là où j'ai trouvé vraiment un appui, on va dire, c'est en la personne du réalisateur, Serge Gahel, qui pour moi a été vraiment une découverte, parce que c'est la première fois que je travaille avec lui, et c'est quelqu'un qui a traité dans son film Truman la mort avec beaucoup de délicatesse et de sensibilité. Et bon, voilà, c'est un bon souvenir, hein, mais quelque part c'était comme vivre quelque chose de martien, de vraiment extraterrestre. ¿He dicho todo eso? Todo. No he inventado nada. Je n'ai rien inventé, je vous assure, il y a tout dit. Alors, moi je résume pas, moi j'ai des questions. Merci, bonsoir. J'aimerais juste parler du thème de l'olivier, qui est, je pense, un symbole culturel pour l'Espagne. Et vous demander si vous tournez ce film en France, dans un cadre français, qu'est-ce que vous prendriez comme symbole? Qu'il ne soit pas le chêne. Mais disons, j'ai bien compris cette idée de déracinement avec l'olivier. Et dans le cadre français, qu'est-ce que vous prendriez? Un peu difficile comme question, j'avoue. Es un poco difícil como pregunta, pero bueno. Creo que es una pregunta para los franceses. De todas formas... Es una cuestión para los franceses. Es más, puedo decirte que Itziar, ni siquiera a Itziar se le había ocurrido. Esto surge de una noticia que Paul Laverty lee en un periódico y entonces cree que ahí hay petróleo, ahí hay una gran noticia y empieza a darle forma a esa historia. Pero a tu pregunta no sabría muy bien qué responder. Lo siento. En fait, même, c'est pas une idée en plus qui est venue à Itziar, hein, parce que c'est Paul Laverty qui un jour a lu dans un article dans un journal qui parlait de cette nouvelle, en fait, de cet événement, et tout de suite il s'est dit, là, il y a vraiment une découverte, il y a vraiment une super histoire à raconter, et donc après ils ont donné forme à cette histoire, mais voilà, moi franchement je saurais pas trop quoi dire, je suis désolée. Yo, de todas formas, creo que la pregunta sería, o yo os preguntaría, o que reflexionéis sobre ello, ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar si nos arrancasen lo más preciado, lo más querido para nosotros? Moi, ce que je dirais, c'est vraiment jusqu'où on peut arriver si on nous enlevait ce qu'il y a, si on nous arrachait ce qu'on a de plus précieux. Jusqu'où on pourrait accepter ça et jusqu'où on pourrait lutter contre ça. Je suis français, vu que vous avez dit que cette question s'adressait plutôt à des Français, je vais me permettre de faire une suggestion. Va a sugerir una respuesta a la pregunta, ya que es francés. Quel plan pourrait-on utiliser en France si on devait tourner un film de ce type-là? Pour ma part, je pense que ce serait la vigne. Sería la viña. En España tenemos muy buenos vinos también. En Espagne, on a de très bons vins aussi. Prochain sponsor, je ne vais pas dire des marques.
¿Qué has dicho ya? Que estamos buscando sponsor para el festival. Pero no quiere decir marca. Oui, bonsoir. Effectivement, l'Olivier est le symbole de l'Espagne. C'est vrai qu'il y a eu un véritable pillage des oliveraies en Espagne à une certaine époque et qu'il y a eu des réactions très fortes pour y mettre fin. C'est vrai que quelque part c'est quand même le symbole d'un pays en lutte, à d'énormes difficultés économiques, qui voit ses richesses fiche le camp à l'étranger de façon un peu caricaturale, puisqu'on sait que beaucoup d'oliviers, par exemple, ont été achetés sur la Côte d'Azur par des Français pour agrémenter les villas dans lesquelles ils étaient 15 jours par an. Mais il y a quand même une chose qui est très forte, c'est qu'on peut penser que si l'olivier est véritablement un symbole espagnol, on a retrouvé tous ceux qui ont appris l'espagnol au lycée se souviennent de, comment ça s'appelle, des poèmes de Machado sur les olivos. C'est évident que c'est quand même un thème très important en Espagne parce qu'on aurait très bien pu transposer ça sur le problème des villages en Aragon qui ont été véritablement réappropriés par les Espagnols et les Aragonais. Je pense notamment au cas de Genovas qui est dans la vallée du Rio Ara, du côté du Mont Perdu, où effectivement, après avoir été totalement exproprié pour construire un barrage qui n'a jamais vu le jour, les villageois ont véritablement fait une lutte devant les autorités judiciaires les plus importantes pour récupérer l'appropriation de leur village, pratiquement 40 ans après la fin du franquisme. Voilà, c'est quand même véritablement un thème de la lutte pour la réappropriation des races. C'est quand même très important. Ce qui m'a frappé dans notre film, ce que je trouve tout à fait extraordinaire, et peut-être que c'est un écho qu'Issia Bolaïn a fait par rapport au mouvement des oliviers, il est tout à fait étonnant de voir que le grand-père qui voit son olivier partir se mure dans une espèce de silence, de résistance passive, et que c'est la jeune génération qui, en quelque sorte, prend les moyens de récupérer l'olivier. Es la nueva generación que toma las riendas para recuperar este olivo. Eso es un símbolo también. Pero ha hecho este espectador ha hecho una crítica de la película. Le spectateur a fait une réelle critique et analyse du film. Es cierto que sirviéndose de la corrupción, los gobernantes han dejado, bueno, han expoliado y han desolado el paisaje, pero no solo en la Costa del Sol, en muchos lugares en España, ¿no? Y se han valido del poder que le daban los ciudadanos, y lo que está pasando hoy es que los ciudadanos hemos despertado. Estas nuevas generaciones de las que usted habla también, nos hemos puesto en pie de guerra. Yo confío mucho en la gente joven y creo que los movimientos que ahora mismo en España, a raíz del 15M, creo que surgen de un despertar, más allá del descontento y el clamor del basta ya, ¿no? Y tiene que ver mucho con absolutamente todo, pero por eso es una metáfora de la crisis, de la corrupción y de muchas cosas. Creo que la lectura que se puede hacer de esta película es tan variada y cada espectador puede tener un olivo en mente, ¿no? Y que el olivo sea pues eso, los desmanes urbanísticos al desarraigo, a la identidad. Hay muchas posibles lecturas de la película, que es lo que la hace en sí todavía más rica. C'est vrai que les gouvernants, avec la corruption, ont fait d'énormes pillages dans beaucoup d'endroits en Espagne. Et heureusement, aujourd'hui, le citoyen se réveille. Et c'est vrai que j'ai vraiment confiance en cette nouvelle génération, dans ces jeunes qui suite au 15M, ont créé ces mouvements pour montrer un certain réveil et mécontentement vis-à-vis évidemment de ce gouvernement et pour dire ça suffit maintenant. Et donc c'est vrai que ce film peut être également une métaphore de la crise, mais il y a tellement de lectures différentes qu'on peut faire de ce film. On peut tous avoir un Olivier dans sa tête selon son point de vue, selon son vécu aussi. C'est ça qui est intéressant dans ce film, c'est que c'est ça qui le rend vraiment riche et intéressant, c'est qu'on peut y faire énormément de lectures. Je vais juste ajouter quelque chose à ce que tu disais, Javier.
J'étais en train de faire le lien entre les deux derniers films de Iciar Boyain, c'est-à-dire bien sûr, et puis Tierra Extraña, ce documentaire vu de ces jeunes Espagnols qui partent à Édimbourg parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour gagner sa vie. Et quelque part, quand la crise économique a écrasé en Espagne, ce sont des milliers de jeunes qui sont partis en Allemagne. Et que l'Allemagne a profité de cette matière grise sans avoir à débourser un sou pour leur formation, mais qui a contribué aussi à l'économie et à l'expansion allemande au détriment de la société et de l'économie espagnole qui a perdu sa force vive. Je pense qu'il y a un lien peut-être entre les deux, entre cette jeunesse qui est partie, cet Olivier. Je pense qu'il y avait un lien. Pero no solo de jóvenes, es que hay españoles ya que con 40 y 50 años no les queda otra salida que salir fuera del país sin estudios, en muchos casos, ¿no? Y volvemos a revivir las generaciones de mis padres cuando emigraban y se buscaban la vida en Alemania, en Francia, en Suiza. O sea que en ese sentido hemos dado un paso muy grande atrás y los derechos de los trabajadores, por ende, en nuestro país son mucho más pobres. Vivimos un momento muy, muy, muy delicado en nuestro país, sí, por desgracia. Et pas seulement les jeunes, parce qu'il y a aussi des hommes de 40, des personnes de 40-45 ans qui s'en vont d'Espagne et en plus sans études, parce qu'ils sont obligés aussi de chercher un travail. Il n'y en a plus pour eux en Espagne et ça me rappelle la génération de nos parents qui ont dû partir pour des raisons économiques aussi en France, en Allemagne, en Suisse. On a l'impression de faire un pas en arrière. Et je ne parle pas des droits des travailleurs qui se sont vraiment réduits comme peau de chagrin. Donc on vit dans un moment un moment vraiment délicat en Espagne en ce moment. A mí me provoca, por un lado, mucha vergüenza cómo se trata la cultura en mi país y mucha envidia cómo se trata la cultura en este. Ayer hablábamos en la cena de cómo se protege el cine en este país. Y la verdad es que muchas veces cuando se habla de los modelos de gobierno y el gobierno del Partido Popular, en este caso, que es quien nos gobierna, el señor Mariano Rajoy, pone de ejemplos otros gobiernos europeos, debería de interesarse por la cultura o cómo se hace cultura en otros países, pero como este señor ni siquiera, creo que nunca ha ido al cine, no se lo ha visto jamás en un teatro y el periódico que lee es El Marca, o sea que la talla intelectual... Si no fuese en serio sería un chiste muy bueno, pero es que es muy en serio lo de este hombre. Moi, j'ai franchement honte de comment est considérée la culture dans mon pays, parce que on est jaloux ici de voir comment justement la culture est protégée en France. On en parlait encore hier en dînant et quand on voit le modèle de ce gouvernement que l'on supporte, qui est celui du PP, donc dirigé par Mariano Rajoy, il devrait peut-être essayer de voir un peu d'autres modèles justement de gouvernement qui s'intéressent pour la culture, parce que de toute façon je pense que c'est quelqu'un qui s'intéresse absolument pas pour la culture. On ne l'a jamais vu au cinéma, au théâtre. Le journal qu'il lit c'est Marca, c'est l'équivalent de l'équipe. Donc voilà, ça pourrait être une très bonne blague comme ça, mais malheureusement c'est que c'est vrai. Moi, c'est pas vraiment une question, mais un ressenti. Algo que siente ella. En la presentación has hablado de un ejercicio de funambulista entre comedia y el drama. Y le parece que es muy conseguido. Ha reído como se ha llorado y no le ha dado vergüenza. Sobre todo porque hay un momento que después de Alemania, menos mal que el árbol finalmente, que el abuelo muere, pero guarda la rama esta y va a poder eso. Sabes que lo cree. Cuando lo pone con la antigua raíz, y eso es muy bonito. Parce que c'est tonique et c'est rêveur en même temps. Ça m'a fait penser à une réplique dans la Strada. On dit à Julieta Massina qu'elle a une tête d'artichaut. Dicen que tiene la cabeza de alcachofa qui a envie por estos ojos grandes que tiene.
Sinaï, quoi. Il veut vendre la statue de la liberté, il veut attraper les nerfs à Disneyland. Ben ouais, je lui donne la Sina, pourquoi pas. Qué bueno. Voy a dar un beso. Merci. ¿Ves cómo entiendes? Y ahora voy a contarte por qué. Cuando yo leí el guión me reuní con Itziar en una cafetería y lo primero que le dije fue ¿pero esto es un drama o es una comedia, Itziar? Me dice, hombre, esto es es lo que nos salga, vamos a ver qué nos sale. Le digo, pero la comedia quieres hacerla en serio, entiendo, porque si no esto va a ser un disparate. Me dijo, no, todo lo que hagamos de comedia tiene que ser muy en serio. Y yo, inconscientemente, al hacer una película de Itziar Bollaín, porque Itziar dota sus películas, aunque sean dramáticas, de cierta comedia. Siempre hay un punto vitalista y tienen humor, aunque haya que buscarlo, pero lo tienen. Me viene ahora a la mente Flores de otro mundo, en fin, Hola, estás sola, que es más comedia, pero... Y entonces estaba muy preocupado por ese ejercicio de funambulismo, de hacer comedia dentro del drama y que no quedase como un verso suelto en la película, mi personaje. Y yo además, de alguna forma inconsciente, agarré los caballos y no apretaba el acelerador en la comedia. Y ella siempre me pedía más. Javier, tírate a la piscina. Más. Y cuando yo creía que lo había dado todo, hacíamos otra toma en la que decía, una más y arriba. Y yo creo que, como es tan inteligente, y los actores a veces somos tan egoístas y creemos que sabemos más que el director, pues en este caso me fié de ella, que no siempre lo hago, pero me fié de ella y creo que sabiamente ella pues ha llevado la película al terreno que a ella le convenía, y mi trabajo también creo que es un poquito mejor gracias a la dirección de Itziar. Quand j'ai lu le scénario, j'ai rencontré Itziar dans un bar et je lui ai demandé mais ça c'est quoi, c'est du drame ou de la comédie et elle m'a répondu on fera on verra bien ce qu'il en sort. Et il disait oui mais si on fait de la comédie, on la fait sérieusement. Et elle a répondu oui, ça de toute manière on le fera sérieusement. Et donc inconsciemment, c'est vrai qu'en faisant un de ses films à Itziar, je sais qu'elle fait des drames mais qui sont toujours avec une note d'humour, sont des films où il y a toujours quelque chose de très vivant aussi. Et comme je pense à des films comme Fleurs d'un autre monde, Hola, estás sola. Et ce côté de funambule entre la comédie et le drame, je ne voulais pas qu'on ait l'impression que tout d'un coup je fasse une petite escapade comme ça de comédie et qui soit, qui soit pas dans le ton. Voilà. Donc j'avais un peu peur de ça. Et donc j'avais tendance, moi, à me retenir, à freiner un petit peu ce côté-là. Et justement, Itziar me disait toujours non, vas-y, mais jette-toi à la piscine, vas-y, ne lâche pas, lâche au contraire, lâche-toi. Et quand moi je pensais avoir tout donné, elle me disait on va encore faire une prise et encore plus haut, va encore plus haut, ose encore plus. Et je pense que nous les acteurs, on a ce côté un peu égoïste aussi, et puis on a toujours l'impression d'en savoir un peu plus dans ce qu'on fait que les réalisateurs. Et en fait, j'ai fait confiance à Itziar parce que voilà, je pense que c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, et je crois qu'elle a réussi à m'amener sur le terrain sur lequel elle voulait m'emmener, et que moi dont j'avais un peu peur précisément, et je crois que grâce à elle mon travail s'est amélioré. Oye, pero dices en serio y te llaman alcachofas. Para hacerlo en serio, llamarte alcachofas. J'ai aussi, est-ce qu'Alcachofa est aussi un Quichotte de temps moderne? ¿Sería Alcachofa también un Quijote de los tiempos modernos? Yo creo que el Quijote es ella. Ellos dos son Sancho, son escuderos, ¿no? Y es muy quijotesco, la historia es maravillosa. Hay muchos molinos por ahí rondándonos, ¿no? Y que hay que derribar.
aunque sea con camiones como el que roban a este jefe. Pero yo creo que ellos son dos Sanchos maravillosos, muy ingenuos, pero hay que ser algo ingenuo también, ¿no?, para soñar. Je pense que le Quichotte, c'est elle, finalement, et que les deux autres à côté sont les Sancho, de deux Sancho. Et je crois qu'il y a beaucoup de moulins qu'on doit encore abattre. Et bon, avec dans ce cas-là, des camions, un camion qu'on a volé, enfin voilà, toutes les manières sont bonnes finalement. Et je pense qu'en effet, ce sont deux Sancho assez ingénus, assez naïfs, mais on a besoin de ça pour rêver. J'avais offert un rôle de Sancho Panza, le vrai. ¿Nunca te han ofrecido el papel de Sancho Panza, el verdadero? Jamais. No. No, pero sí interpreto una serie en España de televisión, Águila Roja, que hago una especie, una suerte de Sancho Panza, sí. Sí. Debe de ser por esta cosa pequeña y bonachona que ven en mí. C'est ton mérite, physiquement, bon, je ne veux pas dire que physiquement tu es Gary Cooper, mais quand même tu arrives Espera, no sé. Pardon, j'ai pas compris la question. Ha dicho algo de Gary Cooper que no he entendido. Pero me interesa. Yo creo que ha dicho que no tenías exactamente el físico de Gary Cooper. Voilà. Voilà, no eres Gary Cooper, físicamente. Pero al nivel interpretativo eres más superior todavía. Une autre chose, je voulais te demander, à propos de l'actrice Castillo, dans son prénom. De Ana Castillo, a propósito. Si puedes hablar un poco de ella, de la actriz que hace Sí. Alma. Gracias, mi madre piensa lo mismo, por lo de Gary Cooper, digo. Ma mère pense la même chose que vous au sujet de Gary Cooper, sachez-le. Pero es cierto que en nuestro país, en España, hay una tradición de actores precisamente no guapos, que en los años 60, 70 triunfaron, y de qué manera. Y a mí como a otros compañeros que no somos especialmente agraciados, tienden a compararnos con esos actores, maravillosos actores como Alfredo Landa, José Luis López Vázquez, en fin, hay una ristra de ellos importante. En cuanto a Ana Castillo, es una actriz que a mí me ha sorprendido mucho, como el resto del equipo. Yo creo que es su segunda o tercera película, primera de protagonista. Ella viene del mundo de la televisión, donde era conocida por una serie diaria que hacía, y tiene un espectáculo de teatro en cartel, una comedia, La Llamada, que se va a hacer pronto una película del espectáculo, y creo que este trabajo va a ser un espaldarazo a su carrera. Creo que es todo un hallazgo, un descubrimiento, y va a dar mucho que hablar. Y en cuanto a ella como actriz, es una actriz superdotada, con muchísima intuición. Habéis visto lo bien que da en cámara, y yo creo que puede además combinar papeles de fragilidad y papeles con un punto muy descarado, porque ella en la vida es muy alma ella también. Yo creo que es una sabia lección de Itziar, porque tiene algo de alma ella, algo mucho, pero es una grandísima actriz. Estoy seguro que cuando vuelva aquí con otros trabajos descubriréis que no es algo anecdótico o casual este trabajo. Il y a les acteurs, en fait, en Espagne, il y a eu une sorte de, comment dire, pas de mode, mais il y a eu tout un groupe comme ça d'acteurs qui ont eu beaucoup de succès dans les années 60 et 70 en Espagne, comme des Alfredo Landa, des José Luis López Vázquez, qui n'étaient pas spécialement dotés d'une grande beauté, comme moi. Mais bon, on pense, nous autres, moi-même et d'autres compagnons de travail, justement d'autres acteurs, que voilà, on a un petit peu ce côté-là de ces acteurs de l'époque, et on en est fiers parce que c'était des grands acteurs.
Pour ce qui est de Ana Castilla, on a été tous surpris vraiment de son jeu, l'équipe également. C'est son deuxième ou troisième film et le premier en tant que rôle principal. Elle vient de la télé, d'une série quotidienne, enfin journalière qu'on voyait tous les jours à la télé. Et là, elle est dans un spectacle au théâtre qui s'appelle La Llamada, l'appel, qui va d'ailleurs être adapté au cinéma. Et je pense que ce rôle dans ce film-là va vraiment donner un grand pas dans sa carrière, parce que c'est une actrice très intuitive, qui passe très bien la caméra, vous avez pu le constater, et elle peut faire autant des personnages fragiles que des personnages qui ont beaucoup de culot. Et d'ailleurs, je pense qu'elle-même est très proche du personnage d'Alma qu'elle interprète. Et je pense que c'est pour ça aussi que Itziar a penché pour cette actrice. C'est une grande actrice et je suis sûre que quand vous la reverrez dans d'autres rôles qu'elle continuera à faire dans d'autres films ici, vous verrez que ce n'est pas juste une fois comme ça qu'elle a fait un bon travail. La independencia de Itziar se une en este caso a la valentía, porque no es fácil que en el cine español, donde son muy intervencionistas las cadenas, porque tiene que haber dinero y para que haya dinero tiene que participar una cadena de televisión, no es fácil que dejen que los protagonistas de las películas, suele pasar, pero no es fácil, sean desconocidos. Y en este caso la apuesta como la del abuelo de Manuel Cucala es muy arriesgada y podría haber salido mal, pero yo creo que son dos actores los que cubren los roles tanto de Alma como del abuelo, que a mí no se me ocurriría nada mejor que ellos dos, ¿no? Itziar a quand même une attitude très indépendante. Elle parvient à voir ce qu'elle veut finalement, parce que dans le cinéma espagnol, il faut dire que les films se font très rarement sans l'aide d'une chaîne de télévision, et que les chaînes de télévision, justement parce qu'ils apportent l'argent, interviennent beaucoup dans le choix du casting et ne donnent rarement leur aval pour un rôle principal, pour une actrice qui est pratiquement inconnue. Et notamment aussi pour le grand-père qui n'est même pas un acteur, et c'était très risqué ce choix-là, mais elle a réussi quand même à l'imposer, et je pense que ce sont deux acteurs où je ne vois vraiment personne d'autre pour pouvoir faire ce qu'ils ont fait comme personnage, comme travail. Una pregunta con respecto al montículo de piedras que construye el abuelo. Yo me lo he imaginado que cada día desde que se arrancó el árbol ha ido a visitar ese sitio y ha puesto una piedra. ¿Tiene una relación con la costumbre, la tradición judía, que cuando van a ver las tumbas llevan una piedra también? No lo sé, igual sí, allí se le dan... Je vais juste traduire la question. Le petit tas de pierres justement devant lequel le grand-père s'assied tous les jours, je pense que tous les jours il a été amené une pierre justement. Est-ce que ça a à voir avec la tradition juive, hein, c'est ça, de ramener une pierre à la tombe à chaque fois qu'on va voir la tombe de quelqu'un qu'on connaît? Por eso me da pena que no esté Paul aquí o Itziar, que te contestarían a todo eso. Esos guijarros, esas piedras que ponen, supongo que será, claro, irá el abuelo cada día a dejarlas, y es un poco la idea de todos los días que han pasado, que son años, sin el árbol. Oui, c'est vrai que Paul ou Itziar répondraient mieux à cette question-là, je ne sais pas exactement, mais en tout cas je pense que ces pierres-là, oui, il a été les amener chaque jour une pierre, et donc elles sont le signe du temps qui a passé depuis que l'arbre a été arraché. Bon, une dernière. Bon, mais il nous reste a remercier Javier Gutiérrez. Bueno, pues te vamos a dar las gracias. Estrella. Grand acteur, mais en même temps, toujours une disponibilité extraordinaire. Para venir a Nantes siempre, Pilar. Y se puede decir.